Des forêts tropicales, luxuriantes de l'Amazonie aux déserts arides du Sahara, les reptiles prospèrent dans une variété époustouflante d'habitats à travers notre planète. Serpents, lézards, tortues et crocodiliens, chaque groupe présente des adaptations uniques qui leur ont permis de conquérir des environnements divers et de capturer notre imagination depuis des siècles. Ces créatures à sang froid, dépendantes de sources externes de chaleur, témoignent de la remarquable diversité de la vie sur Terre. Leurs écailles, leurs carapaces et leurs comportements fascinants offrent un aperçu d'un monde souvent mal compris, mais indéniablement captivant. Les reptiles, avec leur lignée ancienne remontant à des millions d'années, jouent un rôle vital dans l'équilibre complexe de leurs écosystèmes. Ils contrôlent les populations de proies, servent de nourriture à d'autres animaux et contribuent à la santé globale de leurs environnements. En plongeant dans le monde fascinant des reptiles, nous découvrirons les secrets de leur survie, leur importance écologique et les menaces auxquelles ils sont confrontés dans un monde en mutation. Rejoignez-moi dans ce voyage de découverte, alors que nous célébrons ces créatures remarquables et apprenons pourquoi leur conservation est cruciale pour le bien-être de notre planète. Les serpents, souvent craints et mal compris, sont des maîtres de l'adaptation, présentant un éventail remarquable de stratégies de survie. Leurs corps lisses et sans membres sont parfaitement conçus pour naviguer dans des environnements divers, des sous-bois denses aux déserts ouverts. Contrairement à la croyance populaire, tous les serpents ne sont pas venimeux. En fait, la majorité des espèces de serpents ne représentent aucune menace pour l'homme, jouant un rôle vital dans le contrôle des populations de rongeurs et le maintien de l'équilibre écologique. L'un des aspects les plus fascinants des serpents est leur locomotion unique. Dépourvus de membres, ils ont développé 4 modes de déplacement principaux. La reptation serpentine, la reptation rectiligne, la reptation latérale et la reptation en accordéon. La reptation serpentine, la méthode la plus courante, implique que le serpent se propulse vers l'avant dans une série de courbes en forme de S. Les serpents plus lourds, tels que les boas et les pythons, utilisent souvent la reptation rectiligne, s'appuyant sur des muscles puissants pour déplacer leur peau vers l'avant et vers l'arrière, agrippant le sol avec leurs écailles ventrales. La reptation latérale, couramment employée par les espèces vivant dans le désert, permet aux serpents de se déplacer sur le sable meuble avec une agilité surprenante. La méthode en accordéon, utilisée pour traverser des surfaces lisses et grimper, implique que le serpent ancre son corps à différents points tout en se poussant et se tirant vers l'avant. Cette diversité de mouvements souligne la remarquable adaptabilité des serpents. Leur capacité à prospérer dans un large éventail d'habitats témoigne de leur succès évolutif. Les lézards, avec plus de 6000 espèces, présentent un éventail étonnant de couleurs, de formes et de tailles, ce qui en fait l'un des groupes de reptiles les plus diversifiés sur Terre. Du minuscule gecko nain, mesurant à peine 1,6 cm de long, au redoutable dragon de Komodo, atteignant des longueurs allant jusqu'à 3 mètres, les lézards habitent une gamme remarquable d'habitats. Ces créatures fascinantes ont développé un éventail éblouissant d'adaptations qui leur permettent de prospérer dans leurs environnements respectifs. Certains lézards, comme les caméléons, sont des maîtres du camouflage, capables de changer la couleur de leur peau pour se fondre parfaitement dans leur environnement. Cette adaptation remarquable leur permet de tendre une embuscade à des proies sans méfiance et d'éviter d'être détectés par les prédateurs. D'autres, comme le lézard cornu, ont développé des mécanismes de défense plus intimidants. Lorsqu'il était menacé, ce reptile remarquable peut projeter un jet de sang de ses yeux, une démonstration surprenante qui dissuade souvent les prédateurs. Les geckos, connus pour leur remarquable capacité d'escalade, possèdent des coussinets aux orteils spécialisés avec des poils microscopiques qui leur permettent d'adhérer à des surfaces lisses, défiant même la gravité. Le gecko volant, fidèle à son nom, possède des replis de peau qui lui permettent de planer entre les arbres, illustrant l'incroyable diversité des adaptations au sein de la famille des lézards. Des déserts d'Afrique aux forêts tropicales d'Amérique du Sud, les lézards continuent de captiver notre imagination avec leurs apparences et leurs comportements uniques. Section 5. Crocodiliens, seigneurs des voies navigables. Les crocodiliens, comprenant les crocodiles, les alligators, les caïmans et les gavials, sont les plus proches parents vivants des oiseaux, partageant un ancêtre commun qui a vécu il y a plus de 240 millions d'années. Ces anciens prédateurs, avec leurs puissantes mâchoires, leur corps blindé et leurs techniques de chasse en embuscade,
sont restés relativement inchangés pendant des millions d'années, un témoignage de leur succès évolutif. Les crocodiliens se trouvent dans les régions tropicales et subtropicales du monde entier, habitant une variété d'habitats d'eau douce, y compris les rivières, les lacs et les marais. Ces formidables prédateurs sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, avec des narines et des yeux positionnés sur le dessus de leur tête, leur permettant de respirer et de voir tout en restant immergés. Leurs puissantes queues, conçues pour la propulsion dans l'eau, peuvent également porter un coup puissant aux menaces potentielles. Les crocodiliens sont des chasseurs opportunistes, se nourrissant d'une variété de proies, y compris des poissons, des oiseaux, des mammifères et même d'autres reptiles. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien de la santé de leurs écosystèmes en contrôlant les populations de proies et en empêchant la dominance d'une seule espèce. Malgré leur réputation redoutable, les crocodiliens sont des créatures complexes avec des côtés étonnamment tendres. Les femelles crocodiliens sont des mères dévouées, gardant férocement leur nid et s'occupant de leurs petits pendant plusieurs mois après l'éclosion. Section 6. L'importance des reptiles dans la toile de la vie. Les reptiles, souvent négligés ou mal compris, jouaient un rôle vital dans la toile complexe de la vie, contribuant à la santé et à l'équilibre des écosystèmes du monde entier. En tant que prédateurs, ils régulent les populations de proies, empêchant le surpâturage et maintenant la biodiversité. En tant que proie, ils fournissent de la nourriture aux plus gros animaux, assurant le flux d'énergie à travers les réseaux trophiques. Leur présence, souvent invisible, est essentielle au bon fonctionnement des systèmes naturels. Les serpents, par exemple, sont des agents de lutte antiparasitaires très efficaces, consommant de grandes quantités de rongeurs qui peuvent endommager les cultures et propager des maladies. Les lézards, avec leurs régimes alimentaires variés, aident à contrôler les populations d'insectes, empêchant les infestations qui peuvent dévaster la vie végétale et perturber l'équilibre écologique. Les tortues, aquatiques et terrestres, jouent un rôle important dans la dispersion des graines, transportant les graines vers de nouveaux emplacements et favorisant la diversité végétale. Les crocodiliens, en tant que prédateurs supérieurs, aident à maintenir la santé des écosystèmes aquatiques en contrôlant les populations de poissons et en empêchant la croissance excessive de la végétation aquatique. Leurs terriers, creusés dans les berges, offrent un abri à d'autres animaux, améliorant encore la biodiversité. L'importance des reptiles s'étend au-delà de leurs rôles écologiques directs. Ils servent également d'indicateurs de la santé environnementale, leur population reflétant le bien-être général de leurs habitats. Section 7. Les menaces qui pèsent sur nos compagnons à écailles. Malgré leur résilience et leur adaptabilité, les reptiles du monde entier sont confrontés à un nombre croissant de menaces, dont beaucoup sont d'origine humaine. La perte d'habitat, due à la déforestation, à l'agriculture et à l'expansion urbaine, est l'un des défis les plus urgents auxquels les reptiles sont confrontés aujourd'hui. À mesure que les habitats naturels sont détruits ou fragmentés, les reptiles perdent leur maison, leur source de nourriture et leur capacité à trouver des partenaires et à se reproduire. Le changement climatique, avec ses températures en hausse, ses régimes de précipitations modifiés et sa fréquence accrue de phénomènes météorologiques extrêmes, représente une autre menace importante pour les reptiles. De nombreux reptiles, en particulier ceux dont la détermination du sexe dépend de la température, sont vulnérables au moindre changement de température, ce qui peut fausser les rapports de masculinité et menacer la viabilité des populations. La pollution, sous ses diverses formes, a également des conséquences néfastes sur les reptiles. Les pesticides, les métaux lourds et autres polluants peuvent s'accumuler dans le corps des reptiles, perturbant leur système endocrinien, altérant leur fonction immunitaire et réduisant leur succès reproducteur. Le commerce illégal d'espèces sauvages, alimenté par la demande d'animaux de compagnie exotiques, de médicaments traditionnels et de produits de luxe, menace encore davantage les populations de reptiles dans le monde. La capture et la vente de reptiles sauvages peuvent décimer les populations, perturber les structures sociales et introduire des maladies dans les populations vulnérables. Section 8. Conservation. Une responsabilité partagée. La conservation des reptiles, et en fait de toute la biodiversité, n'est pas simplement un acte d'altruisme, c'est une responsabilité partagée, essentielle au bien-être de notre planète et des générations futures. En protégeant les reptiles, nous protégeons le réseau complexe de la vie qui nous soutient tous. Heureusement, il existe de nombreuses façons de contribuer à la conservation des reptiles, tant au niveau local que mondial.
Soutenir les organisations dédiées à la conservation des reptiles, telles que le groupe de spécialistes des tortues terrestres et d'eau douce de l'UICN et l'International Reptile Conservation Foundation, est une étape cruciale dans la protection de ces créatures remarquables. Ces organisations mènent des recherches vitales, mettent en œuvre des programmes de conservation et sensibilisent le public au sort des reptiles dans le monde. Réduire notre empreinte écologique en minimisant notre consommation, en réduisant nos déchets et en choisissant des produits durables peut contribuer à atténuer les pressions sur les reptiles et leurs habitats. S'éduquer et éduquer les autres sur l'importance des reptiles et les menaces auxquelles ils sont confrontés est essentiel pour favoriser un sens de l'intendance et inspirer l'action. En partageant nos connaissances, nous pouvons aider à dissiper les mythes et les idées fausses sur les reptiles et à promouvoir l'appréciation de leurs rôles écologiques. Section 9. Un appel à la compréhension et à l'appréciation. Alors que nous concluons notre voyage dans le monde fascinant des reptiles, rappelons-nous que ces créatures, souvent craintes ou mal comprises, jouent un rôle vital dans la tapisserie complexe de la vie sur Terre. Leurs écailles, leurs carapaces et leurs comportements fascinants offrent un aperçu d'un monde à la fois ancien et merveilleux. Un monde qui mérite notre respect, notre protection et notre admiration. Efforçons-nous de remplacer la peur par la compréhension, l'indifférence par l'appréciation et l'apathie par l'action. En assumant notre rôle de gardien de la planète, nous pouvons garantir que les reptiles continuent de prospérer pour les générations à venir, enrichissant nos vies et nous rappelant la beauté et la diversité du monde naturel. Laissons un héritage de conservation, un héritage qui célèbre l'interconnexion de tous les êtres vivants et l'importance de préserver l'équilibre délicat de notre planète. Le Coran nous demande de réfléchir aux chameaux, cette créature merveilleusement faite. Ne contemplent-ils donc pas les chameaux? Comment ils ont été créés? 98-17. Et en effet, le chameau est une merveille, parfaitement adapté à l'un des environnements les plus rudes de notre planète, le désert. Le désert semble sans fin, une mer de sable sous un soleil brûlant. Pourtant, le chameau y prospère. Comment un animal peut-il survivre à cette chaleur avec si peu d'eau? Le chameau, un don de Dieu, nous le montre. Le chameau est un symbole de résilience, de la vie qui perdure face aux défis. C'est un témoignage de la puissance de la création, une créature conçue pour s'épanouir là où d'autres périraient rapidement. Explorons ensemble les merveilles du chameau, un véritable miracle du désert. Chaque partie du chameau parle d'adaptation, d'une conception ingénieuse pour la vie dans le désert. Regardez ses pieds. Larges et plats, ils répartissent le poids du chameau, l'empêchant de s'enfoncer dans le sable mou. Chaque pas est sûr, un témoignage de la maîtrise de son environnement par le chameau. Le visage du chameau raconte une histoire de survie similaire. Ses longs cils épais ne sont pas que beauté. Ce sont des boucliers, protégeant les yeux du chameau du soleil intense et du sable soufflé par le vent. Et lorsque les tempêtes de sable font rage, le chameau peut fermer ses narines, gardant son souffle pur et ses poumons en sécurité. Mais la caractéristique la plus emblématique du chameau est peut-être sa bosse. Ce n'est pas une colonne vertébrale incurvée, comme certains l'imaginent, mais un réservoir d'énergie. Ici, le chameau stocke la graisse, une réserve pour les périodes de vaches maigres où la nourriture est rare. Et l'eau? Comment le chameau peut-il survivre pendant des jours, voire des semaines, sans boire? Le secret réside dans la remarquable capacité du chameau à conserver l'eau. Il en perd très peu par la sueur ou l'urine, tirant le meilleur parti de chaque précieuse goutte. D'autres animaux partagent le désert avec le chameau, chacun avec ses propres astuces de survie. Le fennec, avec ses oreilles surdimensionnées, évacue la chaleur. La gerboise, une minuscule créature ressemblant à un kangourou, vit presque entièrement sans boire d'eau, tirant l'humidité de sa nourriture. Mais le chameau se distingue, un roi ou une reine parmi les survivants.
Il peut supporter des températures extrêmes qui terrasseraient d'autres créatures. Il peut parcourir de vastes distances, portant de lourdes charges. C'est le vaisseau du désert, une bouée de sauvetage pour les personnes qui naviguent sur ces terres hostiles. Depuis des milliers d'années, les chameaux sont essentiels à la vie humaine dans le désert. Ce sont nos partenaires dans le commerce, dans les voyages, dans la survie. Leur lait nous nourrit, leur laine nous habille, leur force nous transporte à travers les sables brûlants. La relation entre l'homme et le chameau est ancienne, un témoignage de notre voyage commun sur cette planète. Nous avons appris du chameau en adaptant nos propres modes de vie au rythme du désert. Et en retour, nous avons la responsabilité de protéger ces créatures remarquables. Malheureusement, certaines populations de chameaux sauvages sont menacées. Leurs habitats se réduisent, leur nombre diminue. C'est un rappel que nos actions ont des conséquences, même dans les coins les plus reculés du monde. Le chameau, une créature à la résilience apparemment impossible, a besoin de notre aide. En comprenant ses adaptations, en appréciant sa place dans le tissu vivant, nous pouvons faire en sorte que ce miracle du désert continue d'honorer notre planète pour les générations à venir. L'histoire du chameau n'est pas seulement une histoire de survie, mais une histoire d'espoir, un rappel que la vie, dans toute sa diversité et sa splendeur, trouve toujours un chemin. Le Coran, le livre sacré de l'islam, parle des merveilles du monde naturel comme autant de signes de la majesté de Dieu. Parmi ces merveilles, les oiseaux occupent une place particulière, leur capacité à s'élever dans le ciel témoignant de la puissance du Créateur, comme il est dit dans la sourate An-Nahl, verset 79, « Ne voit-il pas les oiseaux suspendus dans le ciel? Nul autre que Dieu ne les maintient là. En vérité, il y a en cela des signes pour ceux qui croient. » Hans. Ces versets nous invitent à réfléchir aux mécanismes complexes qui permettent aux oiseaux de défier la gravité. Comment des créatures aussi délicates peuvent-elles maîtriser le ciel avec autant de grâce et de puissance? La réponse, comme nous allons le découvrir, réside dans la conception extraordinaire de leur corps, un témoignage de la créativité infinie du divin. Pour comprendre le miracle du vol des oiseaux, nous devons d'abord examiner les merveilles cachées sous leurs plumes. Leurs os, contrairement à ceux des créatures terrestres, sont creux mais solides, renforcés par des entretoisements internes qui assurent leur intégrité structurelle. Cette structure légère est essentielle pour réduire le poids total de l'oiseau, lui permettant de s'élever du sol avec aisance. Au cœur de cette architecture squelettique se trouve le sternum, également appelé bréchet. Cette large plaque osseuse sert de point d'ancrage aux puissants muscles pectoraux, les moteurs qui actionnent les ailes de l'oiseau. Ces muscles, qui peuvent représenter jusqu'à 30% du poids corporel d'un oiseau, génèrent l'immense force nécessaire au décollage, au vol plané et aux manœuvres dans les airs. L'acte exigeant du vol demande une énorme quantité d'énergie et les oiseaux ont développé un système respiratoire unique pour répondre à cette demande. Contrairement aux mammifères, dont les poumons se dilatent et se contractent, les oiseaux possèdent des sacs aériens qui agissent comme des soufflets, faisant circuler l'air en continu dans leur corps. Ce système efficace garantit que les muscles de l'oiseau reçoivent un apport constant d'oxygène, même à haute altitude où l'air est raréfié. Les sacs aériens aident également à dissiper la chaleur générée par les puissants muscles de l'oiseau, l'empêchant de surchauffer pendant le vol. Comme tout ornithologue amateur peut en témoigner, les oiseaux possèdent une vue exceptionnelle, bien supérieure à la nôtre. Leurs yeux sont proportionnellement plus grands que ceux des mammifères et leurs rétines sont dotées d'une densité plus élevée de cellules photoréceptrices, ce qui leur permet de voir avec une clarté et une précision remarquables.
Cette acuité visuelle est essentielle à la navigation, en particulier lors des longs voyages migratoires. Les oiseaux peuvent percevoir la lumière ultraviolette, invisible pour les humains, ce qui leur permet de détecter de subtiles variations du champ magnétique terrestre. Cette capacité remarquable leur permet de maintenir leur cap et de naviguer avec une précision étonnante sur de vastes distances. L'un des aspects les plus impressionnants du comportement des oiseaux est sans doute leur capacité à effectuer des migrations sur de longues distances. Chaque année, des milliards d'oiseaux se lancent dans des voyages épiques traversant continents et océans pour atteindre leurs aires de reproduction et d'hivernage. Ces voyages sont semés d'embûches, exigeant des oiseaux qu'ils naviguent à l'aide des étoiles, du soleil et du champ magnétique terrestre. Ils doivent également affronter des conditions météorologiques imprévisibles, des prédateurs et l'épuisement. Pourtant, poussés par l'instinct et guidés par une force invisible, ils entreprennent ces voyages génération après génération, un témoignage de la puissance immuable de la nature. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le royaume des fourmis, Coran 6h38, toutes les créatures sur terre, et tous les oiseaux qui volent avec des ailes, sont des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis de ce livre. Astérisque astérisque, c'est vers leur Seigneur que seront appelées toutes ces créatures. Parmi les innombrables systèmes animaux que Dieu a créés sur terre, les fourmis sont certainement parmi les plus étonnantes. Il existe environ 10 000 espèces de fourmis, qui vivent pratiquement partout sur terre. Elles existent depuis environ 100 millions d'années, et les fourmis fossiles sont presque identiques aux fourmis d'aujourd'hui. La plupart des espèces vivent dans des colonies hautement organisées avec une reine, quelques mâles pour l'accouplement et de nombreuses ouvrières. Au début d'une nouvelle colonie, une étonnante série de comportements instinctifs se produit. La reine s'envole, s'accouple, comme l'abeille domestique, les mâles tombent morts, et trouvent un nouvel endroit. Elle construit un nid peu profond et démantèle ses ailes. Elle utilise ses ailes comme nourriture et absorbe également les muscles de vol de son corps comme nourriture. Cela peut lui permettre de survivre pendant 1 an sans autre nourriture. Contrairement à la reine des abeilles qui est accompagnée vers un nouvel endroit par de nombreuses ouvrières, la reine des fourmis part toute seule et doit subvenir à ses besoins jusqu'à l'éclosion des nouvelles ouvrières. Elle pond 100 œufs par heure, soit 30 000 par semaine. Au bout d'une vingtaine de jours, les œufs se transforment en larves ressemblant à des vers, que la reine lave et nourrit. Au bout d'une vingtaine de jours environ, les fourmis sont prêtes à affronter le monde. Elles savent instinctivement quel rôle elles doivent jouer. Les premières à sortir sont toujours des ouvrières, cueilleuses. Elles sortent chercher de la nourriture pour la ramener au nid pour la reine. Son travail consiste désormais uniquement à pondre des œufs. Il existe une division spécifique du travail chez les fourmis. Contrairement aux abeilles, qui évoluent d'un travail à l'autre, la fourmi naît dans le métier qu'elle exercera toute sa vie. Les nourrices prennent soin des petits avec minutie, elles veillent à ce que la saleté ne pénètre pas dans les segments du corps, léchant constamment les œufs et les larves. Ils les transportent doucement à l'endroit approprié dans la colonie pour chaque étape de développement, la bonne quantité d'humidité, de chaleur, etc. Ils les déplacent vers les chambres supérieures pour la chaleur pendant la journée et vers la chambre inférieure la nuit. S'il pleut dehors, les nourrices se précipitent en portant leur charge de plus en plus bas, là où la pluie ne peut pas pénétrer. Les fourmis ouvrières se concentrent sur l'agrandissement du nid, creusent de nouvelles chambres sous terre, font des réparations là où c'est nécessaire. Elles gardent également la colonie propre, en enlevant la saleté, les débris et les morts. Les soldats sont équipés de têtes plus grosses, d'une couverture dure comme une armure et de mâchoires plus grandes et plus fortes. Elles attaquent les insectes, à la fois pour se protéger et pour se nourrir. Les cueilleurs obtiennent la nourriture. Ils peuvent transporter jusqu'à 50 fois leur poids. Ou bien ils peuvent aller jusqu'à 600 pieds et revenir avec une seule graine à stocker au fond du nid pour l'avenir, un peu comme un homme qui marche 6 miles pour aller au magasin et revenir pour une miche de pain. Les colonies de fourmis dépendent des femelles de l'espèce pour leur création et leur survie. La reine et toutes les ouvrières sont des femelles. Il est intéressant de noter que les Écritures indiquent clairement le sexe féminin des fourmis ouvrières, un fait qui n'était pas connu lorsque le Coran a été révélé et certainement pas lorsque l'Ancien Testament a été écrit. Or, le chapitre 6 des Proverbes, versets 6 à 8, dit «
Va vers la fourmi, ô paresseux, étudie ses voies et apprends la sagesse. Car bien qu'elle n'ait ni chef, ni commandant, ni gouverneur, elle se procure sa nourriture en été, et amasse ses provisions pendant la moisson. Et dans le Coran, la sourate 27, intitulée « La fourmi », on trouve la charmante histoire des troupes de Salomon, versets 18 et 19, Coran 27 sur 18-19, lorsqu'elles approchèrent de la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, rentrez chez vous », de peur d'être écrasé par Salomon et ses soldats, sans vous en rendre compte. Il sourit et rit de sa déclaration, astérisque et dit « Ô mon Seigneur, ordonne-moi d'être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes parents, et d'accomplir les bonnes œuvres qui te plaisent. Admets-moi par ta miséricorde en compagnie de tes serviteurs pieux. » Les deux références sont résolument féminines, ce qui n'était pas connu à cette époque. Dieu a prévu des modes de vie étonnants parmi les nombreuses espèces de fourmis. Il y a des fourmis qui volent les œufs d'autres colonies de fourmis et les élèvent comme esclaves. Il y a des fourmis armées qui se déplacent constamment et chassent les insectes. Il y a des fourmis qui gardent des troupeaux de pucerons et les traient, profitant de la substance que les pucerons produisent à partir des fleurs. Il existe des fourmis qui travaillent en équipe pour coudre des feuilles ensemble afin de construire leur nid. Il existe aussi des fourmis, parasols, qui transportent de gros segments de feuilles au-dessus de leur tête comme des parapluies jusqu'au nid, où elles les mâchent partiellement, puis les utilisent comme pays pour faire pousser des champignons, leur nourriture de prédilection. Coran 55 sur 10, 13. Il a créé la terre pour toutes les créatures. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier? Le règne animal est une toile de vie complexe et fascinante. Pendant des siècles, on nous a appris que seuls les plus forts et les plus agressifs survivent. Cette idée, bien que vraie dans certains cas, est aujourd'hui remise en question par de nouvelles recherches. Les scientifiques découvrent que la coopération et l'intelligence sociale peuvent être tout aussi importantes pour la survie que la force physique. Cette nouvelle compréhension nous amène à repenser notre place dans le monde naturel. Un exemple fascinant de ce changement de perspective nous vient de l'étude des éléphants. Ces créatures magnifiques, connues pour leur taille et leur force, sont aussi des animaux incroyablement sociaux et intelligents. Des recherches récentes suggèrent que les éléphants pourraient avoir subi un processus d'autodomestication sur des milliers d'années. Cela signifie qu'ils auraient évolué pour devenir plus doux et plus sociables, privilégiant la coopération à l'agression. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension du comportement animal et de l'évolution des espèces sociales. Le concept de domestication n'est pas nouveau. Les humains façonnent les caractéristiques des animaux depuis des millénaires. Par la sélection génétique, nous avons transformé des animaux sauvages en compagnons domestiques et en bétail. Pensez à la différence entre un loup et un golden retriever. Au fil des générations, nous avons sélectionné des traits comme la docilité, l'obéissance et le désir de plaire aux humains. Ce processus a entraîné des changements significatifs dans l'apparence et le comportement des animaux domestiques. Les chiens, par exemple, ont développé une apparence plus juvénile, avec des traits plus doux, et présentent souvent des comportements joueurs jusqu'à l'âge adulte. Le succès de la domestication menée par l'homme soulève une question fascinante. Des processus similaires pourraient-ils se produire naturellement, sans intervention humaine? Ces dernières années, les scientifiques ont commencé à explorer la possibilité que les humains eux-mêmes aient subi une forme d'autodomestication. Cette hypothèse suggère que nos ancêtres, au fil du temps, auraient favorisé les individus moins agressifs et plus coopératifs comme partenaires. Cette sélection de traits prosociaux aurait pu contribuer au développement de caractéristiques humaines clés telles que le langage, l'empathie et des structures sociales complexes. L'idée est qu'à mesure que nos ancêtres devenaient plus coopératifs, ils étaient plus à même de travailler ensemble, de partager les ressources et de prendre soin de leurs petits. Cela, à son tour, aurait augmenté leurs chances de survie et de reproduction, conduisant à la propagation de ces traits sociaux bénéfiques.
5e partie. Écrit dans le corps, preuve de changement. L'hypothèse de l'autodomestication chez les éléphants est encore renforcée par des comparaisons physiques et comportementales avec leurs cousins disparus, les mammouths. Les mammouths, contrairement à leurs homologues modernes, étaient adaptés au climat plus froid et avaient une corpulence plus trapue avec une fourrure plus épaisse et des défenses plus grandes. Ces différences physiques reflètent probablement des adaptations à des environnements et des modes de vie différents. Les éléphants, en revanche, ont évolué dans des climats plus chauds et ont développé un physique plus gracile avec moins de poils et des défenses plus petites. Ces changements suggèrent un passage à un mode de vie moins agressif et plus social. Le besoin réduit de défense physique contre les prédateurs ou les concurrents a peut-être permis le développement de structures sociales et de comportements coopératifs plus sophistiqués chez les éléphants. 6e partie. L'éléphant dans la pièce. Les gènes racontent une histoire. Les différences physiques et comportementales entre les éléphants et les mammouths ne sont pas de simples coïncidences. Des études génétiques récentes ont révélé des similitudes fascinantes entre les animaux domestiqués et leurs homologues sauvages. Ces études ont identifié des gènes spécifiques liés à des traits associés à la domestication, tels qu'une agressivité réduite, une docilité accrue et des changements d'apparence physique. Lorsque les chercheurs ont comparé les génomes d'animaux domestiqués comme les chiens et les porcs à ceux de leurs ancêtres sauvages, ils ont constaté des changements constants dans ces gènes de domestication. Remarquablement, des schémas génétiques similaires ont été observés chez les éléphants par rapport à leurs cousins disparus, les mammouths. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces résultats, ils fournissent des preuves alléchantes pour étayer l'hypothèse de l'autodomestication chez les éléphants. 7e partie. De la compétition à la coopération. Le rôle de l'environnement. L'hypothèse de l'autodomestication soulève une question fondamentale. Qu'est-ce qui motive ce processus? Quels facteurs environnementaux pourraient favoriser l'évolution de la socialité et de la coopération par rapport à l'agression et à la compétition? Les scientifiques pensent qu'une combinaison de pression environnementale et sociale a pu contribuer au développement de l'autodomestication chez l'homme et chez l'éléphant. Selon une théorie répandue, un environnement difficile, comme une période de pénurie de ressources, aurait pu forcer nos ancêtres à coopérer pour survivre. Dans de telles situations, les individus capables de travailler ensemble, de partager les ressources et de prendre soin les uns des autres auraient eu un avantage en termes de survie. À l'inverse, un environnement plus abondant et plus stable, comme celui dans lequel vivent les éléphants, a pu réduire le besoin d'agression et de compétition, permettant aux comportements sociaux et coopératifs de s'épanouir. 9e partie, le pouvoir de la paix, la coopération comme moteur. L'étude de l'autodomestication remet en question des hypothèses longtemps admises sur les forces qui façonnent la vie sur Terre. Elle suggère que la coopération, l'empathie et l'intelligence sociale peuvent être tout aussi importantes pour la survie que la force physique et l'agression. Cette nouvelle compréhension a des implications profondes sur notre relation avec le monde naturel et la place que nous y occupons. Alors que nous continuons à percer les mystères du monde naturel, nous découvrons que l'histoire de la vie n'est pas seulement celle de la compétition et de la survie du plus apte. C'est aussi une histoire de coopération, de compassion et du pouvoir des liens sociaux. L'hypothèse de l'autodomestication, bien qu'encore balbutiante, offre une lentille puissante à travers laquelle observer l'évolution du comportement social et l'interdépendance de tous les êtres vivants. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le royaume des fourmis, Coran 6h38, toutes les créatures sur terre, et tous les oiseaux qui volent avec des ailes, sont des communautés comme vous. Nous n'avons rien omis de ce livre. Astérisque astérisque, c'est vers leur Seigneur que seront appelées toutes ces créatures. Parmi les innombrables systèmes animaux que Dieu a créés sur terre,
Les fourmis sont certainement parmi les plus étonnantes. Il existe environ 10 000 espèces de fourmis, qui vivent pratiquement partout sur Terre. Elles existent depuis environ 100 millions d'années, et les fourmis fossiles sont presque identiques aux fourmis d'aujourd'hui. La plupart des espèces vivent dans des colonies hautement organisées avec une reine, quelques mâles pour l'accouplement et de nombreuses ouvrières. Au début d'une nouvelle colonie, une étonnante série de comportements instinctifs se produit. La reine s'envole, s'accouple, comme l'abeille domestique, les mâles tombent morts, et trouvent un nouvel endroit. Elle construit un nid peu profond et démantèle ses ailes. Elle utilise ses ailes comme nourriture et absorbe également les muscles de vol de son corps comme nourriture. Cela peut lui permettre de survivre pendant 1 an sans autre nourriture. Contrairement à la reine des abeilles qui est accompagnée vers un nouvel endroit par de nombreuses ouvrières, la reine des fourmis part toute seule et doit subvenir à ses besoins jusqu'à l'éclosion des nouvelles ouvrières. Elle pond 100 œufs par heure, soit 30 000 par semaine. Au bout d'une vingtaine de jours, les œufs se transforment en larves ressemblant à des vers, que la reine lave et nourrit. Au bout d'une vingtaine de jours environ, les fourmis sont prêtes à affronter le monde. Elles savent instinctivement quel rôle elles doivent jouer. Les premières à sortir sont toujours des ouvrières, cueilleuses. Elles sortent chercher de la nourriture pour la ramener au nid pour la reine. Son travail consiste désormais uniquement à pondre des œufs. Il existe une division spécifique du travail chez les fourmis. Contrairement aux abeilles, qui évoluent d'un travail à l'autre, la fourmi naît dans le métier qu'elle exercera toute sa vie. Les nourrices prennent soin des petits avec minutie, elles veillent à ce que la saleté ne pénètre pas dans les segments du corps, léchant constamment les œufs et les larves. Ils les transportent doucement à l'endroit approprié dans la colonie pour chaque étape de développement, la bonne quantité d'humidité, de chaleur, etc. Ils les déplacent vers les chambres supérieures pour la chaleur pendant la journée et vers la chambre inférieure la nuit. S'il pleut dehors, les nourrices se précipitent en portant leur charge de plus en plus bas, là où la pluie ne peut pas pénétrer. Les fourmis ouvrières se concentrent sur l'agrandissement du nid, creusent de nouvelles chambres sous terre, font des réparations là où c'est nécessaire. Elles gardent également la colonie propre, en enlevant la saleté, les débris et les morts. Les soldats sont équipés de têtes plus grosses, d'une couverture dure comme une armure et de mâchoires plus grandes et plus fortes. Elles attaquent les insectes, à la fois pour se protéger et pour se nourrir. Les cueilleurs obtiennent la nourriture. Ils peuvent transporter jusqu'à 50 fois leur poids. Ou bien ils peuvent aller jusqu'à 600 pieds et revenir avec une seule graine à stocker au fond du nid pour l'avenir, un peu comme un homme qui marche 6 miles pour aller au magasin et revenir pour une miche de pain. Les colonies de fourmis dépendent des femelles de l'espèce pour leur création et leur survie. La reine et toutes les ouvrières sont des femelles. Il est intéressant de noter que les écritures indiquent clairement le sexe féminin des fourmis ouvrières, un fait qui n'était pas connu lorsque le Coran a été révélé et certainement pas lorsque l'Ancien Testament a été écrit. Or, le chapitre 6 des Proverbes, versets 6 à 8, dit « Va vers la fourmi, ô paresseux, étudie ses voies et apprends la sagesse. Car bien qu'elle n'ait ni chef, ni commandant, ni gouverneur, elle se procure sa nourriture en été, et amasse ses provisions pendant la moisson. » Et dans le Coran, la sourate 27, intitulée « La fourmi », on trouve la charmante histoire des troupes de Salomon, versets 18 et 19, Coran 27 sur 18-19, lorsqu'elles approchèrent de la vallée des fourmis, une fourmi dit « Ô fourmis, rentrez chez vous », de peur d'être écrasé par Salomon et ses soldats, sans vous en rendre compte. Il sourit et rit de sa déclaration, astérisque et dit « Ô mon Seigneur, ordonne-moi d'être reconnaissant des bienfaits que tu as accordés à moi et à mes parents, et d'accomplir les bonnes œuvres qui te plaisent. Admets-moi par ta miséricorde en compagnie de tes serviteurs pieux. » Les deux références sont résolument féminines, ce qui n'était pas connu à cette époque. Dieu a prévu des modes de vie étonnants parmi les nombreuses espèces de fourmis. Il y a des fourmis qui volent les œufs d'autres colonies de fourmis et les élèvent comme esclaves. Il y a des fourmis armées qui se déplacent constamment et chassent les insectes. Il y a des fourmis qui gardent des troupeaux de pucerons et les traient, profitant de la substance que les pucerons produisent à partir des fleurs. Il existe des fourmis qui travaillent en équipe pour coudre des feuilles ensemble afin de construire leur nid. Il existe aussi des fourmis, parasols, qui transportent de gros segments de feuilles au-dessus de leur tête comme des parapluies jusqu'au nid, où elles les mâchent partiellement, puis les utilisent comme pays pour faire pousser des champignons, leur nourriture de prédilection. Coran 55 sur 10, 13. Il a créé la terre pour toutes les créatures. Laquelle des merveilles de votre Seigneur pouvez-vous nier?
Le Coran, le livre sacré de l'islam, parle des merveilles du monde naturel comme autant de signes de la majesté de Dieu. Parmi ces merveilles, les oiseaux occupent une place particulière, leur capacité à s'élever dans le ciel témoignant de la puissance du Créateur, comme il est dit dans la sourate An-Nahl, verset 79, « Ne voit-il pas les oiseaux suspendus dans le ciel? Nul autre que Dieu ne les maintient là. En vérité, il y a en cela des signes pour ceux qui croient. » Hans. Ces versets nous invitent à réfléchir aux mécanismes complexes qui permettent aux oiseaux de défier la gravité. Comment des créatures aussi délicates peuvent-elles maîtriser le ciel avec autant de grâce et de puissance? La réponse, comme nous allons le découvrir, réside dans la conception extraordinaire de leur corps, un témoignage de la créativité infinie du divin. Pour comprendre le miracle du vol des oiseaux, nous devons d'abord examiner les merveilles cachées sous leurs plumes. Leurs os, contrairement à ceux des créatures terrestres, sont creux mais solides, renforcés par des entretoisements internes qui assurent leur intégrité structurelle. Cette structure légère est essentielle pour réduire le poids total de l'oiseau, lui permettant de s'élever du sol avec aisance. Au cœur de cette architecture squelettique se trouve le sternum, également appelé bréchet. Cette large plaque osseuse sert de point d'ancrage aux puissants muscles pectoraux, les moteurs qui actionnent les ailes de l'oiseau. Ces muscles, qui peuvent représenter jusqu'à 30% du poids corporel d'un oiseau, génèrent l'immense force nécessaire au décollage, au vol plané et aux manœuvres dans les airs. L'acte exigeant du vol demande une énorme quantité d'énergie et les oiseaux ont développé un système respiratoire unique pour répondre à cette demande. Contrairement aux mammifères, dont les poumons se dilatent et se contractent, les oiseaux possèdent des sacs aériens qui agissent comme des soufflets, faisant circuler l'air en continu dans leur corps. Ce système efficace garantit que les muscles de l'oiseau reçoivent un apport constant d'oxygène, même à haute altitude où l'air est raréfié. Les sacs aériens aident également à dissiper la chaleur générée par les puissants muscles de l'oiseau, l'empêchant de surchauffer pendant le vol. Comme tout ornithologue amateur peut en témoigner, les oiseaux possèdent une vue exceptionnelle, bien supérieure à la nôtre. Leurs yeux sont proportionnellement plus grands que ceux des mammifères et leurs rétines sont dotées d'une densité plus élevée de cellules photoréceptrices, ce qui leur permet de voir avec une clarté et une précision remarquables. Cette acuité visuelle est essentielle à la navigation, en particulier lors des longs voyages migratoires. Les oiseaux peuvent percevoir la lumière ultraviolette, invisible pour les humains, ce qui leur permet de détecter de subtiles variations du champ magnétique terrestre. Cette capacité remarquable leur permet de maintenir leur cap et de naviguer avec une précision étonnante sur de vastes distances. L'un des aspects les plus impressionnants du comportement des oiseaux est sans doute leur capacité à effectuer des migrations sur de longues distances. Chaque année, des milliards d'oiseaux se lancent dans des voyages épiques traversant continents et océans pour atteindre leurs aires de reproduction et d'hivernage. Ces voyages sont semés d'embûches, exigeant des oiseaux qu'ils naviguent à l'aide des étoiles, du soleil et du champ magnétique terrestre. Ils doivent également affronter des conditions météorologiques imprévisibles, des prédateurs et l'épuisement. Pourtant, poussés par l'instinct et guidés par une force invisible, ils entreprennent ces voyages génération après génération, un témoignage de la puissance immuable de la nature.